Fils d'un défricheur et pionnier de l'Abitibi, Henri Massé a gardé de ses origines un sens pratique et une détermination qui allait l'accompagner tout au long de sa vie syndicale. Issu d'une famille de 13 enfants, il a été marqué par la solidarité communautaire de son milieu d'origine et c'est tout naturellement qu'il s'est engagé dans le mouvement syndical au sortir de ses études. Ses premières armes, il les fait dès 1968 au Syndicat canadien de la fonction publique, le plus grand syndicat de la FTQ. Il y est conseiller, affecté notamment à son Abitibi natale de 1971 à 1977, puis conseiller des Cols bleus de la Ville de Montréal de 1977 à 1982. Il devient alors directeur adjoint, puis directeur québécois du SCFP. À ce titre, il est également vice-président de la FTQ. En 1993, il est élu secrétaire général de la centrale et, en 1998, président. Dans la foulée des dirigeants historiques que furent Louis Laberge et Fernand Daou, Henri Massé saura imposer la FTQ comme un incontournable acteur social et politique. Son leadership, ferme et pragmatique, sera rassembleur et mobilisateur. Sa mission accomplie, c'est à ses racines rurales qu'il consacrera ses années de retraite à partir de 2008. Henri, merci de nous accueillir dans ton domaine. Ce qu'on aimerait faire avec toi, c'est un tour d'horizon de ce que tu as vécu, où ça a commencé, comment tes intérêts se sont développés pour faire de toi un syndicaliste. J'imagine qu'en remontant dans ta jeunesse, ton enfance, on va peut-être trouver des racines. Bien, effectivement, quand j'étais jeune, d'abord, on était une grosse famille, on était 15 autour de la table. Oh mon Dieu. C'est quasiment une assemblée générale en soi, ça. C'était le 7e. 7e, ouais, au milieu. 6 filles avant moi. Ah mon Dieu. Ouais, j'ai été dorloté pas mal. Ça, c'est en Abitibi. C'est en Abitibi, oui. Où exactement? Je suis né dans un petit village qui s'appelle Roquemort. Roquemort. Oui, c'est à peu près à une trentaine de kilomètres de La Sarre. La Sarre, c'est un petit peu plus connu. Puis c'est pas loin des frontières de l'Ontario, là. Sur le bord du lac. Le village n'est pas sur le bord du lac Abitibi, mais le comté finit sur le bord du lac Abitibi. Petit village qui a été créé de toutes pièces dans les années 35, 36, 40. Mon père, moi, vient du bas du fleuve, de Mont-Carmel. Il est arrivé là avec 2 de ses frères. Puis ils ont ouvert littéralement le village, là. Ah oui? Ah oui, les premières fois qu'ils ont monté là. Ils ont monté par bateau sur la rivière, là, mais le reste, c'était à pied. Il n'y a pas de cheval, il n'y avait rien. Ils construisent des petits camps en bois rond, puis créer le village. 2 ans et demi après, j'ai vu un film, à un moment donné, il y avait déjà une belle église de construite, puis tout ça. C'est du monde qui ont travaillé. Là, des fois, il dit, ben, il y a eu beaucoup de misère. Oui, il y a eu de la misère, mais pour le monde du temps, c'était un peu la normalité. Ceux qui ont vraiment eu de la misère, là, c'est parce qu'il y en a une gang là-dedans qui venait de Montréal. Là. C'est le gouvernement qui envoyait du monde en Abitibi parce que pendant la crise. Ça chauffait trop dans les soupes populaires, puis tout ça. Oui, c'est ça. Mais ce monde-là, là, qui n'avait jamais travaillé sur une terre de leur vie, ils sont tous repartis. Ils ont été malheureux. Là, puis les hommes puis les femmes, ça n'a pas de bon sens. Mais ceux qui venaient de terre, ben, étaient accoutumés à défricher, à bûcher, à épierrer. Fait que c'est le monde qui était assez opignote, là, qui était capable de toffer. Là. Ton père et ses frères, eux autres, qui avaient ces expériences-là. Oui. Il venait d'une famille de 9 enfants, puis une grosse terre. Il bûchait l'hiver, puis il cultivait l'été, puis il était accoutumé à ça. Mon père, lui, c'était un fermier, mais l'hiver, il bûchait. C'était un bûcheron.
Souvent, les hommes, dans ce temps-là, partaient bûcher, des fois, à la fin de septembre. Puis j'ai déjà vu mon père, pas souvent, mais à quelques reprises, revenir, même pas venir à Noël, revenir à la fonte des neiges. Là. Il allait jusque dans le nord de l'Ontario. Et il n'y a pas tout le temps des chemins de fer pour les amener là. Des bouts en chevaux, puis fait que il venait pas souvent. Des fois, il était syndiqué, des fois non. Et à l'été, au printemps, souvent, le monde, il venait chez nous, puis ils parlaient ensemble, tu sais, puis quand c'était syndiqué, il parlait du syndicat, puis... mon père était aussi agriculteur, puis il s'occupait de son syndicat en agriculture. Dans ce temps-là, je pense que c'était l'UCC, c'était encore catholique. Oui. L'Union des cultivateurs catholiques. Puis il s'en occupait pas mal. Il était délégué, puis il croyait à ça, puis il croyait à la mise en commun de l'agriculture, les quotas, puis tout ça. Fait que il nous a habitués jeunes à penser à ces affaires-là. Puis, vous êtes resté là longtemps? J'ai resté là une dizaine d'années, je pense bien. Tu travailles sur une ferme, c'est difficile. Là. Moi, à 5 heures le matin, tous les matins, à compter de l'âge de 9 ans, je me levais pour aller tirer les vaches ou sortir le fumier, puis tout ça. Le soir, on revenait de l'école, on faisait un petit bout d'études, hop, on retournait à l'étable de 6h à 5h30, 6h30, 7h. Après ça, on s'en revenait à la maison. Et là, il fallait se laver, il fallait manger, il fallait étudier. Là. Ouais. Et ma mère réveillait au grain. Elle était maîtresse d'école. Ah bon? Oui. Nos participes passés, puis tout ça, là, affaires, on les a appris. Même, moi, je dirais que dans la famille, mes jeunes frères, ils viennent en maudit quand j'ai dit ça, mais les autres sont allés au cégep, puis je pense que les autres, les plus vieux, on avait un meilleur français. Oui. Parce que ma mère était là, puis elle nous lâchait pas. Oui. Après ça... C'est plus rigoureux. Ouais, après ça, on s'est fié sur l'État, je pense, pour faire ça. Aujourd'hui, des écoles, ils veulent toutes faciliter, puis tout ça, là, c'est moins drôle, là. Mais, oui, ma mère, l'instruction, était... Mon père, il était tenté une couple de fois de me garder sur la ferme. Là. Ouais. Non, il va aller aux études. Dans ce temps-là, dans les écoles, il y avait des maîtresses, il y avait 18, 19 ans. Là, ah oui, oui. avec une 10e année, une 11e année. Là. Fait que fallait que les parents ils voient à la maison aussi. Là. Non, c'est clair. Puis c'était pas facile, les écoles. C'était de la première à la 7e année. Il y en a qui avaient manqué 3 ou 4, qui avaient doublé puis redoublé. Il y en a qui étaient quasiment aussi vieux que les maîtresses. Puis dans certains endroits, il y avait plusieurs années dans la même classe. On était tous dans la même classe. C'est de la gang. Première à 7e. Bien, ça allait un beau côté, par contre. T'sais. Oui. Des fois, quand on faisait à dictée ou à 2e ou 3e, des fois, on s'asseyait, nous autres aussi. Là, fait qu'il y avait une espèce d'émulation. Les plus vieux et des plus jeunes. Puis, Ma mère voulait qu'on ait une meilleure instruction possible. Fait que là, elle demandait à mon père qu'on déménage à La Sarre, où il y avait le plus d'écoles supérieures, puis tout ça, tu sais. Puis, fait que c'est de même qu'on a déménagé. Encore comme fermier, puis... Est-ce qu'il a pris une autre ferme ou s'il avait gardé celle de Roquemort? Non. Il ne pouvait pas garder les deux dans le temps. Là. On n'avait même pas d'auto. Là. Ouais. Fait que, non, il a acheté une autre ferme. Vendre celle-là de Roquemort, il a acheté une autre ferme qui était déjà défrichée, celle-là. Là. Ouais. Bon, puis il a continué à cultiver à La Sarre. Puis il a élevé sa famille comme ça, comme cultivateur, puis comme bûcheron, puis comme... Oui, bien, quand on était rendu à La Sarre, il a peut-être été bûcheron encore 3-4 ans. Après ça, il a arrêté. Parce que le rêve de tous ces hommes-là, c'était d'être capable de vivre à plein temps sur leur ferme, puis pas de s'exiler pendant 5-6 mois, 3-4 mois, là, tu sais. Ça vient dur, ça aussi, là. Fait qu'à un moment donné, il a essayé de vivre juste de la ferme. Toi, est-ce que tu as rêvé de continuer une vie comme celle de ton père, de cultivateur, puis de bûcheron, puis... Bûcheron, non. Bûcheron, non, parce que moi, c'était plus la ferme qui m'intéressait. Mais c'était tellement pas payant, là. C'était effrayant dans ces années-là. On s'appauvrissait d'année en année, on endettait par-dessus les oreilles, tu sais. On était 2 ou 3 dans la famille qui étaient intéressés par la reprise de la terre, un autre frère, puis une sœur. Mais on a vite tiré le constat que... D'ailleurs, le 3/4 des fermes en Abitibi ont fermé à ce moment-là, ça disparaissait. Tu sais. Le prix du lait n'était pas payant, le prix de la viande n'était pas payant. Les moulets, on paye ça des prix de fou. Faut pas que tu oublies qu'en Abitibi, tu es loin des grands centres. Là. Quand tout est importé. Quand tu veux vendre des animaux, ça prend le train pour aller à l'abattoir. Souvent, il n'y a pas d'abattoir régional. Puis les moulets, puis tout ça, c'est la même affaire, c'est de l'importation. Fait que aujourd'hui, ça arrange bien. Il y a des plus grosses fermes, puis ils ont plus de moyens. Ils s'arrangent bien. En tout cas, ils s'arrangent mieux, là.
Mais c'était une vie extrêmement difficile dans le temps. Fait que de fil en aiguille. Après ça, je suis allé faire mon classique. Et... tu as fait ça dans le Nord-Ouest aussi? Ou? Oui, à Amos, au collège d'Amos. À ce moment-là, moi, j'ai haï le collège. C'était une prison pour moi. C'était pensionnaire, évidemment. Oui, pensionnaire. Tu te levais le matin à 6 heures, tu en allais à la messe, jusqu'à 8 heures en silence. Après ça, tu en allais manger, tu avais le droit de parler. Après ça, silence le reste de la journée. Le soir, on montait au dortoir à 8h30, silence. Moi, je venais d'une grosse famille, là. On faisait le train vers 7 h le soir. Après ça, on rentrait dans la maison, c'était le lunch, puis on placotait, puis on jasait. Là, tu tombes dans... J'ai tout le temps enragé. Fait cadeau. Tu étais à Amos, donc, dans une région de mines, une région agricole aussi, mais est-ce qu'à cette époque-là, durant tes études, tu entendais parler un peu des luttes syndicales qui se menaient dans ta région? Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Malheureusement, au classique, tu sais, je le sais pas, on n'avait pas beaucoup d'informations là-dessus. C'était très élitiste. Moi, les premières expériences politiques que j'ai eues, là, c'était avec le Aérienne. Bourgault est venu nous voir en Abitibi. Là, on avait formé un cercle Aérienne. Puis on n'était pas beaucoup là-dedans. Tu sais, j'ai eu un directeur spirituel. Puis là, il m'avait encouragé, lui. Lui, il avait participé un peu au syndicat, puis il m'avait encouragé à... Nous, dans le temps, il n'y a pas grand-chose. C'était à JEC, la Jeunesse étudiante catholique. J'embarquais dedans. Puis là, ben, j'ai rencontré du monde fantastique, de la FTQ, de la CSN, de l'UPA. Je me rappelle bien de son nom, c'est Albert Alain. Il était le président régional à ce moment-là de l'UPA, de l'UCC. Oui, puis il est devenu président provincial. Oui. Et bon. Oh, une famille de 13 enfants, tu es à peu près au milieu, premier gars. Toi, tu es allé au cours classique, mais est-ce que tes frères et sœurs ont aussi pu accéder à l'éducation plus avancée? Il y a un autre de mes frères, celui-là qui me suivait, qui a accédé aussi aux études classiques. Lui, il a lâché au bout de 2 ans. Il est devenu électricien, puis un très bon électricien. Mes sœurs les plus vieilles, non. Mes sœurs les plus vieilles, la plus vieille, elle est devenue infirmière. La deuxième a fait ses arts ménagers là, dans le temps là, pour l'enseignement. La troisième, Lise, a fait son cours, sa 12e année, puis elle a commencé à travailler dans les finances. J'ai 2 autres sœurs, elles, sont allées à l'université, une en sciences de la santé, l'autre en santé aussi, là, en physiothérapie, je pense. Mais après ça, les plus jeunes, c'était le cégep. Ah oui, là, ça a commencé. Oui. Mais dans mes plus jeunes frères, il y en a 2 autres qui sont allés à l'université. Mais moi, quand je suis allé à l'université, c'est vraiment, là, quand on dit c'est quasiment un syndicat, cette affaire-là, c'est que si j'avais eu juste mes parents pour essayer de payer mes études, j'aurais pas été capable d'y aller. Fait que mes sœurs, les plus vieilles, avaient déjà commencé à travailler. C'est eux autres qui ont payé mes études. Fait que quand je terminais mon classique, j'allais à l'université, tu sais, c'est toujours un coup de dé, ça, l'avenir, où tu vas aller, puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Puis souvent, moi, je rencontre des jeunes, puis ils sont peinés, puis ils sont déçus parce qu'ils ne savent pas encore. Prenez votre temps, à 20 ans, je ne savais même pas, moi. À un moment donné, c'est un événement qui en amène un autre. Puis, fait que moi, j'avais choisi d'aller en relation de travail parce que je voulais être proche des syndicats. C'est de même, je suis rentré là. Puis à l'université, bien, on était 5-6 qui voulaient aller travailler du côté syndical. 5-6 sur combien? 32, 33, certains. Les autres se destinaient au monde patronal? Oui, au monde patronal. Oui, c'est correct. Fait que je me tenais, entre autres, avec Michel Denis, qui a travaillé longtemps au CFP et qui est devenu commissaire enquêteur. Mais tout de suite, on s'est mis à la recherche de syndicats pour... le premier syndicat que nous allons voir, c'est le CFP. Pourquoi le CFP? C'est arrivé comme ça. Fouille-moi, là, je sais pas. Parce que beaucoup de monde dans le milieu étudiant était plutôt familier ou attiré par la CSN. Oui. Vous autres, ça n'a pas été le cas. Non. Puis ça tombait bien. Il y avait le congrès du SCFP. C'était Fernand Daou qui était directeur de ça. Là, on l'écoutait, les larmes aux yeux, quasiment. C'était éloquent, ce sacrifice-là.
c'était effrayant, tu sais, puis il y a une prestance. Puis... on l'avait approché, puis il y avait l'Hydro-Québec qui était en négociation, puis des grosses négociations provinciales, la première, là. Fait qu'il y avait besoin de la recherche, puis il m'avait demandé à moi puis Michel Denis de faire de la recherche, comparaison salariale. Puis on a commencé de même. Pas payé pendant tout, là, tu sais. Fait que plus tard, je t'ai remplacé, moi, à Terre des Hommes, là. La Terre des Hommes, les employés étaient syndiqués avec les Cols bleus de la Ville de Montréal. Mais c'était une petite unité à part, il fallait s'en occuper. Fait que là, Fernand Daoud m'a demandé, puis à Michel Delis, d'aller s'en occuper. On a travaillé tout l'été là. Puis après ça, c'était une grosse campagne de maraudage à l'Université Laval à Québec. Et ils ont dit, vous êtes des universitaires, vous devriez être bons là-dedans. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Fait qu'on s'en est là, travaillé là 5-6 semaines. Puis en revenant, il y avait une campagne qui était commencée à l'Université de Montréal. Oui. C'était M. Jean-Claude Dion qui était en train de la faire. Puis lui, il est allé faire les négociations à Hydro-Québec. Donc, fait que là, ils nous ont demandé de faire ça. Fait que la dernière année d'université, je n'ai pas suivi un seul cours. Je faisais des travaux pratiques avec mes chums, ça, je faisais ma part, là, mais je n'allais pas au cours. De toute façon, je trouvais ça tellement plate, la plupart des cours, que 5 minutes après, j'étais parti. Fait que là, je me promenais dans l'université partout, essayer de syndiquer, puis se faire ça à Crédéor. Bon, on rentrait dans un autre département. Puis, un an et demi après, on a réussi de syndiquer. Aujourd'hui, le CFP représente la majorité des universités au Québec. Ben oui. C'est ces deux campagnes-là qui... Mais avant, ce qui était le plus difficile, c'est que la CSN avait syndiqué les employés de bibliothèque. C'est ça. Puis ils avaient négocié, puis ils ont fait une longue grève. Je pense que c'est 6 mois. Puis ils ont rentré avec moins qui était sorti. Puis là, je dis pas ça pour rire la CSN. Là. C'est l'Université de Montréal, c'est des enfants de chiennes. Là. Ils ont tout fait pour casser le syndicat. Là. Fait que nous autres, quand on a commencé à syndiquer, à signer ça, à essayer de faire signer les membres, là, tout le monde disait on veut pas de grève. On veut pas de grève. On veut pas de grève. Non, on n'en fera pas de grève. On va vous régler ça. Tu sais, quand tu négocies, tu t'organises, là. Mais pendant cette campagne-là, la CSN s'opposait à la... Oui, mais on n'a pas fait long feu, là. On n'a pas eu de misère longtemps qu'eux autres. Non. Puis finalement, ça a été syndiqué, puis il y a eu une grève, je pense, de 7-8 semaines là-dedans. Le monde, il y avait des bons militants et des bonnes militantes là-dedans. Ouais. Normand Fraser, qui était le représentant en Abitibi. Et lui, on l'a demandé pour venir négocier dans le secteur de la santé, puis c'était la première négociation provinciale. Fait qu'il était allé négocier à Montréal. Moi, je me suis en allé en Abitibi. Comme tu venais de là, tu es devenu permanent du SCFP dans la région. Ouais. Puis là, ça a été tout un apprentissage, parce que j'avais beau avoir fait mes relations de travail, mais moi, j'avais jamais plaidé un arbitrage de ma vie. J'avais jamais négocié une convention collective de ma vie. Là, tu as appris sur le tas. Oui, appris sur le tas. Mais ce qu'il y avait de fun en Abitibi, les syndicats s'aidaient, les FTQ. Là, les métallos. Théo Gagné des métallos, Maurice Hébert de la FTQ, des gars formidables. Il n'y a pas de femmes à ce moment-là. Ils m'ont supporté, ils m'ont montré, même nous monter à faire des arbitrages. Tout ça. J'ai appris sur le tas, mais j'ai appris vite. Fait que, ouais. Ça, c'est de quelle année à quelle année que tu étais en Abitibi? J'étais en Abitibi à peu près de 70 à 77. C'était ce temps-là. Ouais. Ah oui, tant que ça. Plus dur là-dedans, c'est que, tu sais, j'arrive là, moi j'ai 23 ans à peu près. Là, puis les exécutifs, dans le temps, c'était assez âgé. Oui. Vous voyez arriver le jeune farfelu là, qui s'en vient lui dire, tu sais, mais c'était rough une couple de mois, à peu près ça, fait des bons amis là-dedans. Les vieux comme les jeunes. Mais les vieux n'ont pas resté longtemps. Ça, dans les années 72, il y a eu un mouvement de jeunesse qui a repris le dessus. Là. Fait que, ils sont présentés aux exécutifs, puis ils ont gagné leur élection. Les vieux ont osé tasser, mais dit tasser, c'est de valeur, parce que ça a été des maudits bons militants. Mais c'est un changement de garde, tu sais, puis les plus jeunes ont pris la place. Puis, pendant la première négociation du Front commun en 72, c'était donc en Abitibi? Oui. Alors, comment vous avez vécu ça là-bas? J'avais 30 syndicats à m'occuper. Les membres étaient prêts. Les votes de grève, ça sortait. On a commencé à travailler ensemble, tous les syndicats de la CSN, la CSQ, la FTQ. Avant, on passait notre temps à se battre, à se marauder. Là, on a après travaillé un peu mieux
ensemble, c'était déjà bon. C'était une belle période de mobilisation, puis on avait des enjeux qui étaient simples. Tu sais, le salaire, on demandait 100 piastres par semaine, point. Tu sais? Puis améliorer le régime de retraite, tout ça. Puis bon, fait que les enjeux étaient assez clairs. Puis quand les chefs de centrale ont ordonné de rentrer au travail, là, ça a foiré le mouvement, là, complètement à terre. Les exécutifs démissionnaient. Fait que quand on a essayé de repartir la grève plus tard, lors de l'emprisonnement des trois chefs, c'est le secteur privé qui nous a sauvé les fesses. Dans le public, là. Les gens ne voulaient plus y aller. Non. Puis au-dessus, 3 ans plus tard, en 1975, on a refait une grosse grève encore pour nous redécoller. T'sais. Fait que on n'aurait pas dû donner l'ordre de rentrer au travail. On aurait dû se battre encore un peu. Mais ça, c'est facile d'analyser ça après. Moi, j'étais un de ceux qui aurait continué parce qu'en Abitibi, on avait une gang qui était vraiment enragée. Là. Mais il faut que tu pèses, puis tu sous-pèses ça là, quand la loi spéciale qu'il y avait là est assez, assez costaude. Là, des fois, si tu mets tes organisations syndicales à terre, tu ne repars pas non plus. Mais après coup, moi, je pense qu'on aurait pu filer un bout. Là, mais au-dessus, gare, en 1975, on était au rendez-vous. C'est ça, c'est que bon, il y a eu une certaine démobilisation à ce moment-là, mais ça s'est rebâti facilement. Rapidement. Ouais. Parmi tes assignations au SCFP, tu as été pendant quelques années le conseiller des cols bleus de la Ville de Montréal, le local 301. Ouais. C'est un syndicat qui a toute une histoire, puis qui a aussi une réputation de combativité, parfois, souvent un peu controversée. Comment tu as vécu ce compagnonnage avec les gens du 301? C'est un syndicat d'abord très, très, très dynamique à l'interne. Là. Il s'occupe des problèmes de santé-sécurité, de santé, de fonds de pension. Et il essaye d'améliorer les conditions de travail. Puis c'est un syndicat qui donne beaucoup, beaucoup de services à ses membres. Mais en plus, ils sont pas mal politisés. À leur façon, là, mais ils sont pas mal politisés. Et c'est un syndicat au costaud qui a un conflit quelque part. Ils vont aller dans le monde, puis ils font pas se dire oui, là, tu sais. Puis ils appellent pour avoir de l'aide, t'es pas obligé de leur envoyer une lettre, puis un fax, là. Un téléphone, puis la bonne personne, puis ils sont là, puis ils sont là en nombre. Bon. Maintenant, ils ont fait des actions, des fois, qui sont difficiles à justifier. À justifier, là, tu sais, là, mais pour pas que ça devienne une pratique quotidienne. Mais on n'a pas le droit de se laisser écraser, on n'a pas le droit de se laisser insulter, on n'a pas le droit de se laisser, tu sais, quand tu viens la tête entre les deux pattes, puis t'as honte, puis juste, je vais te conter une histoire. J'étais assis à mon bureau, j'étais président de l'FTQ. Il est 6h30, 7h le soir. Il rentre un Sud-Américain dans mon bureau. C'est en face de moi, il part à pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il avait organisé, il avait syndiqué, ça c'est le 298, le syndicat des hôpitaux, qui avait été organisé, mauvaise idée de l'organiser, il aurait dû laisser ça un syndicat de la construction. Ils ont été organisés un syndicat qui faisait des dalles de béton, tout ça, là, tout de béton. Le long du métropolitain, là, pas loin de l'Acadie. Fait que là, il pleure. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Là, il me compte ça. Là, eux autres, ils faisaient tout pour l'humilier, puis lui et son fils. Dans la journée, il y avait eu une tempête la veille. Ils ont fait rouvrir la cour à petite pelle avec son fils. Alors qu'il y avait des loaders dans la cour. Puis là, les travailleurs passent. Là. Il y a une cinquantaine de travailleurs. Ils se retournent pour ne pas les voir. T'sais. La peur est installée. Le syndicat, l'employé de service avait fait sa job. T'sais. Il avait été à la commission des relations de travail. Ils ont été allés en appel, ils ont tout fait. Mais tu sais, à un moment donné, procédure juridique, ça te mène nulle part. Tu sais. Là, je les ai rencontrés, ils disent, vous autres, vous devriez vous enlever de là, vous allez mourir là, vous allez dépenser encore une fortune, puis ce bonhomme-là, il va mourir aussi. Fait que là, parfait, on transférait ça à un gars de la construction, un syndicat de la construction. Puis 2 semaines après, le problème, il était réglé. Puis il était mieux d'être réglé. T'as pas le droit de laisser. Ce gars-là, je suis certain qu'il serait littéralement mort, là.
Tu sais, c'est blessé à mort, là. Le syndicat n'avait pas réussi à se faire accréditer, c'est ça? Il avait réussi. Ah, il avait réussi? Il avait réussi, mais il était pas capable de négocier, puis plainte par-dessus plainte. Tu sais, quand un employeur décide de jouer du jeu juridique, puis ça lâche plus, ben à l'interne, il faisait tout pour casser le syndicat, en attendant. Moi, qui casse le syndicat, c'est pas ça qui m'aurait. Ça m'aurait fait de la peine. Mais quand je voyais en train d'anéantir un bonhomme de cet âge-là, le bonhomme va avoir presque 55-60 ans, humilié avec son fils, ben moi, je pense qu'on laisse faire ça, on est des tartes. Ouais. Bon, on a pris les moyens, on l'a réglé. Moi, je suis pas capable d'endurer des affaires de même. C'est de l'injustice. Tu sais, qui veulent casser le syndicat, le bonhomme correct, mais fait des cochonneries de même. C'est grand, la cour, là. La petite pelle. Il y avait combien de travailleurs là-dedans? C'était une cinquantaine. Quand même assez pour faire un bon petit syndicat, là. Ah oui, ben oui. Certains sont encore syndiqués, là. Quand un syndicat peut faire des ententes comme ça avec un autre syndicat, on appelle ça un contrat de service. Ça ne change pas l'accréditation officiellement. Souvent, ça change. À la période ouverte, là, il faut que le syndicat aille faire signer des cartes à son nom. Tu sais.